Comment les politiques parlent-ils des jeunes dans leurs discours? Quelle image renvoient-ils de la jeunesse? Et veulent-ils parler aux jeunes ou à leur électorat plus âgé en évoquant tous les problèmes de la jeunesse? Décryptage dans Déshabillons-les. Bonsoir à tous et bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, pandémie de grippe déclarée par l'OMS qui élève l'alerte au niveau maximum en raison de la circulation active du virus dans certains pays. La cellule interministérielle de crise se réunira demain au ministère de l'Intérieur, mais la France devrait rester et reste pour l'instant au niveau 5. Forte tension entre les agriculteurs et les grandes surfaces. Les actions de blocage des plateformes de distribution de produits alimentaires vont se généraliser à partir de ce soir, alors que Michel Barnier se dit prêt à envoyer des inspecteurs pour vérifier les marges dans les grandes surfaces. José Manuel Barroso, soutenu également par la France, c'est officiel, pour un deuxième mandat de président de la Commission européenne, mais Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui se sont vus aujourd'hui, entendent orienter fortement son programme. Une autre rencontre du jour à l'Elysée. En ce moment même, François Bayrou, il est arrivé il y a une heure environ dans le cadre des consultations des chefs de parti. Une ambiance que l'on peut imaginer dans le bureau du chef de l'État, glacial, Sonia. Oui, et on fera réagir à ce propos Jean Arthuis, notre premier invité, qui veut aussi reconstituer la vieille famille UDF. Il nous en parlera tout à l'heure. Autre invité ce soir, Serge Papin, président de Système U, sur la guerre relancée avec les producteurs. Et puis Leïla Ambar, auteur et spécialiste de la culture persane à la veille de l'élection présidentielle en Iran. C'est après le journal. Le point sur la grippe A, donc. L'OMS a déclaré tout à l'heure l'état de pandémie mondiale. C'est une décision extrêmement rare. Oui, puisque c'est pour la première fois depuis 41 ans que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état de pandémie mondiale. Le seuil d'alerte à la grippe A passe donc au niveau 6. C'est le niveau maximal. Et ce niveau signifie, selon les experts, que le virus continue à progresser et à se répandre dans le monde. Selon le dernier bilan de l'OMS, 74 pays ont signalé plus de 27 000 cas de grippe A, dont 141 morts. On fait le point avec Emmanuel Osler. Passer au niveau 6 s'accompagne d'une série de recommandations que les États sont libres d'appliquer comme ils l'entendent, mais qui leur sont vivement recommandées. Les pays touchés doivent tout d'abord informer l'OMS de l'évolution de la pandémie sur leur territoire. Les gouvernements doivent ensuite limiter les mouvements de population à l'intérieur de leur territoire, inciter les malades à rester chez eux et surtout fournir des instructions sanitaires adéquates aux personnes vivant auprès des malades. Mais le niveau 6, cela signifie aussi des mesures d'isolement comme les fermetures d'écoles et l'ajustement des heures de travail de façon à éviter que trop de personnes entrent en contact. Les pays sont en outre invités à distribuer des antiviraux et à planifier bien sûr les campagnes de vaccination de masse. Enfin, les pays non encore affectés sont pour leur part invités à se préparer à une pandémie imminente et à mettre en œuvre les programmes de distribution des ressources médicales. Voilà, en ce qui nous concerne, nous n'en sommes pas encore là puisque Roselyne Bachelot laisse entendre que la France allait rester au niveau 5. Les opérations coup de poing des agriculteurs contre les grandes surfaces se poursuivent et se multiplient. Oui, les blocages des plateformes d'approvisionnement des grandes surfaces sont maintenus ce soir, principalement dans l'Ouest et en Alsace. Et les agriculteurs se disent étranglés par les prix pratiqués par la grande distribution. Le gouvernement entend ces revendications au point de menacer d'envoyer des inspecteurs du ministère des Finances dans les enseignes de la grande distribution qui ne jouent pas le jeu de la transparence. Le bras de fer est donc engagé. On fait le point avec Thomas Raguet. 10h ce matin aux abords de ce centre d'approvisionnement d'un grand discounter. Ces camions seront les derniers à prendre la route. Quelques minutes plus tard, 3 tracteurs et une dizaine d'agriculteurs arrivent sur place pour empêcher l'accès au dépôt. Objectif, 48 heures de blocage pour réclamer la transparence des prix aux distributeurs. On s'aperçoit que depuis 2000, en francs constants, le prix de la viande aux consommateurs a toujours augmenté. Alors que nous, au niveau de nos prix à la vente, le prix ne progresse pas. Il y a là des éleveurs, des céréaliers, mais aussi des producteurs de lait
insatisfaits par le prix du litre, fixé à 28 centimes. Nos charges ont énormément augmenté depuis 5 ans. Nos coûts de production, que ce soit au niveau de l'aliment, nos mises aux normes, et nous n'arrivons plus à couvrir nos charges avec le prix de notre vent. Particulièrement touchés, les jeunes agriculteurs récemment installés et couverts de dettes. Ils s'avouent désemparés par l'évolution du marché. L'année dernière, on nous demandait de produire 15 à 20% au-delà de notre référence, car on nous disait il y a beaucoup de demandes, donc on produisait. Aujourd'hui, tous les marchés, on nous dit que tous les marchés sont encombrés, donc les prix chutent car trop de stock, trop de matière sur le marché. Côté distributeur, la direction s'agite mais ne souhaite pas commenter le blocage. Les chauffeurs, eux, sont solidaires. Ils ont raison, de toute façon tout est trop cher maintenant. Ils augmentent tout et les salaires augmentent pas, alors c'est normal que ça pète. Malgré un geste de Michel Barnier cet après-midi menaçant les distributeurs qui ne joueraient pas le jeu de la transparence, la FNSEA maintient son mouvement. 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie, censée imposer le juste équilibre entre fournisseurs et revendeurs, ses effets se font toujours attendre. Voilà, et Jean Arthuis nous dira un mot sur ce dossier dans un instant, car il avait dénoncé il y a quelques mois les profits qui échappent à la France, les profits des grandes surfaces et qui atterrissent dans certains sites offshore, alors que réagira également, je vous l'ai dit, Serge Papin, le président de Système U, dont certaines des plateformes logistiques sont bloquées d'ores et déjà. La loi Hadopi contre le piratage Internet touchée au cœur, décidément, Sonia, le gouvernement a bien du mal avec cette loi. Oui, il a fallu s'y remettre à plusieurs fois pour la voter. Et hier, le Conseil constitutionnel a réduit à néant l'une de ses dispositions phares. Les sages ont en effet censuré la coupure d'accès à Internet par une autorité administrative en cas de téléchargement illégal. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'accorder au juge ce pouvoir de sanction. Une initiative que ne soulève pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, l'enthousiasme des magistrats. Élise Ecardi. Ce n'est pas une remise en cause du texte. Le texte existe, la réponse graduée est validée, l'Hadopi existe, elle va être mise en place. Garder la face envers et contre tout. Hier, Christine Albanel préférait voir le verre à moitié plein. La coupure de la connexion Internet ne sera certes plus effectuée par l'Hadopi, mais par le juge. Pour les magistrats, déjà sous pression par la réforme de la justice, ce détail nécessitera des moyens. Vu le nombre de téléchargements illégaux, qu'il va y avoir un nombre de saisines extrêmement important des tribunaux dans ce domaine, et j'espère, en tout cas je l'espère, pour le fonctionnement normal de la justice, qu'il y aura une étude d'impact et qu'on renforcera les juridictions de telle manière qu'elles puissent faire face à cette nouvelle charge de travail. La tâche reviendrait à des juges spécialisés dans des tribunaux de grande instance. Mais même au sein de la majorité, certains doutent. Pour eux, la conséquence sera simple, la loi ne sera pas appliquée. Il est évident que si on renvoie ça à des tribunaux, ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité de faire fonctionner ce dispositif, parce que les tribunaux, n'ayant pas que ça à faire et ayant à régler des centaines de milliers de problèmes s'ils sont saisis de ce genre de litiges, ne pourront jamais les traiter. La ministre de la Culture souhaite que la loi soit promulguée quand même et qu'elle soit complétée à la rentrée. Une loi que beaucoup désormais voudraient voir enterrée une fois pour toutes. Voilà, après ce casse-tête donc de la loi Hadopi, Paris et Berlin sur la même ligne, ils soutiennent la candidature de José Manuel Barroso, mais ils réclament des clarifications. Oui, exactement, confirmé mais sous condition. José Manuel Barroso, candidat à sa propre succession au poste de président de la Commission européenne, pourra compter sur le soutien sans ambiguïté de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Les deux chefs d'État l'ont annoncé publiquement lors d'une conférence de presse commune à Paris, mais le président sortant va devoir apporter un certain nombre de précisions. Alain Ritchie. C'est la voie royale pour le couple franco-allemand. Fort de leur succès aux élections européennes, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel imposent leur vision de l'Europe. Oui à Barroso et oui à une régulation financière. La France et l'Allemagne soutiennent la candidature de José Manuel Barroso, mais nous voulons aussi parler du programme. Je peux vous dire qu'il y a un accord entre Mme Merkel et moi pour que nous soutenions les choix de l'Allemagne et l'Allemagne soutiendra les choix de la France. Le couple franco-allemand bénéficie aussi d'un échec, celui du travailliste Gordon Brown. L'échec de Gordon Brown, c'est un peu l'échec d'un certain modèle libéral et c'est pour la possibilité pour un modèle continental franco-allemand de s'épanouir. Mais la déconfiture accélérée du gouvernement britannique comporte un risque. Des élections législatives anticipées au Royaume-Uni verraient la victoire d'un eurosceptique, le conservateur David Cameron. Les Anglais pourraient dans la foulée remettre en cause le traité de Lisbonne et jeter ainsi le bébé du couple Sarkozy-Merkel avec l'eau du bain.
Y aurait-il une volonté du côté de l'UMP et même de l'Élysée, où il doit se trouver en ce moment, une volonté de porter l'estocade finale à François Bayrou? En tous les cas, ça y ressemble face à un François Bayrou affaibli par ses 8,4% aux élections européennes. L'Élysée s'activerait en coulisses pour lui porter le coup de grâce. La méthode utilisée, isoler le président du MoDem de ses derniers soutiens. Il faut dire qu'en ce moment au centre, il est difficile de trouver ses marques. Carole Pujol, justement, est allée à la rencontre de centristes d'hier et d'aujourd'hui. Un hommage à Raymond Barre, c'est l'occasion pour réunir autour de la mémoire d'un homme tout ce que le centre compte de fidèles de la première heure. L'occasion aussi de se demander ce qu'est le centrisme aujourd'hui. C'est une attitude générale qui consiste à savoir qu'on ne possède pas soi tout seul la vérité, que ce qui compte c'est l'homme et le dialogue pour pouvoir trouver ensemble la vérité et le chemin. L'art donc de n'être ni de gauche ni de droite, parfois un peu des deux, et de convaincre malgré tout. Et c'est bien toute la difficulté d'être centriste dans un pays profondément attaché au bipartisme, et ce, depuis la Révolution. L'élection présidentielle au suffrage universel a pour effet presque mécanique de couper le pays en deux et donc de mettre le centre dans une position très inconfortable, puisqu'à un moment ou à un autre, il doit dire je vais vers la droite ou je vais vers la gauche. Peu de leaders charismatiques, de centristes accédant à de hautes responsabilités, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre faisant figure d'exception. Aujourd'hui, c'est François Bayrou qui incarne le centre. Plus que sa politique, c'est parfois sa personnalité qui est contestée, surtout depuis la débâcle des européennes. Il faut absolument avoir une personnalité forte si on veut s'imposer au centre. Je dirais presque qu'il faut une personnalité plus forte pour s'imposer au centre que pour s'imposer en étant soutenu par la gauche traditionnelle ou par la droite traditionnelle. Je pense que François Bayrou sait parfaitement ce qui n'a pas marché et qu'il faut qu'il soit capable simplement de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Pour lui d'abord, pour ceux qui l'ont suivi après. Toujours présent, jamais brillant, le centre d'hier comme celui d'aujourd'hui semble enfermé dans un juste milieu qui est à la fois son choix et sa croix. Enfin, ce conseil de François Fillon, cette fois aux socialistes. Oui, le Premier ministre suggère aux socialistes de changer de cap sous peine de passer de longues années dans l'opposition. S'adressant avec vigueur aux sénateurs de gauche, François Fillon les a également invités à s'interroger sur le fait qu'ils aient perdu 3 élections présidentielles. De suite, on l'écoute. Les listes qui ont remporté un succès à cette élection européenne sont les listes qui ont parlé de l'Europe. Et celles qui ont cru pouvoir utiliser cette élection pour sanctionner le gouvernement ont été en réalité sanctionnées. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait, il ne faut pas mélanger les scrutins. Si vous ne changez rien à votre discours, si vous continuez à agir de la même façon, si vous pensez qu'il suffit à chaque décision du gouvernement de sortir votre communiqué préparé à l'avance indiquant les raisons pour lesquelles vous êtes contre cette décision, alors vous avez encore de longues années à passer dans l'opposition et je m'en réjouis pour notre pays. Voilà, et on précise que François Fillon a été fortement et vigoureusement contesté dans les rangs de la gauche. Et tout de suite, notre premier invité du 18h, Jean Arthuis. Jean Arthuis est avec nous, bonsoir, président centriste de la Commission des Finances. On va parler donc du centre avec vous, Jean Arthuis, dans le cadre des consultations avec les chefs de parti. Nicolas Sarkozy donc a fait entrer dans son bureau François Bayrou. On imagine l'ambiance? Ça, je suis pas on témoin. imagine glacial, non, François Bayrou, l'auteur d'Abus de pouvoir, qui se retrouve donc face au sujet de son pamphlet. Est-ce que vous-même, vous avez lu l'ouvrage de François Bayrou? Non, je ne l'ai pas lu. On prête à l'UMP la volonté d'éliminer François Bayrou. On en parlait dans le journal il y a un instant. D'ailleurs, c'est la manchette du Parisien ce matin. Comment l'UMP veut éliminer Bayrou. Est-ce que vous comprenez justement qu'on cherche à l'éliminer? Ma seule préoccupation, c'est de faire revivre la famille centriste. Je pense que la gouvernance du centre depuis 10 ans a été une centrifugation parce que l'obsession présidentialiste a déterminé le comportement du président de l'UDF. Oui. Or, la famille centriste n'a pas de tradition bonapartiste. Elle n'est pas obsédée par la conquête de la magistrature suprême. Nous sommes des militants, des femmes et des hommes, des élus territoriaux, des parlementaires. Et ce qui compte pour nous, d'abord et avant tout, c'est le débat d'idées. Mais sans être une obsession, ça peut être aussi une ambition centriste, non, le pouvoir suprême. Ce que nous voulons, c'est que
c'est que l'art de vivre ensemble permette à chacun de nos concitoyens de trouver l'espérance et de s'épanouir dans ses engagements professionnels, civiques, associatifs. C'est cela qui est notre combat. Et donc, nous voulons faire vivre ces valeurs sociales, libérales, une vraie conviction européenne. Et justement, pour les faire vivre, Jean Arthuis, vous lancez le 27 juin votre mouvement Rassembler les centristes. C'est une pièce dans le dispositif anti-Bayrou? Non, pas du tout. On y revient, oui. J'ai vécu l'extrême difficulté, le malaise de ne plus être dans une aventure collective. J'ai essayé, je suis UDF, j'ai été centriste de la famille démocrate sociale, démocratie chrétienne, du Grand Ouest. Et puis j'ai essayé de suivre François Bayrou au MoDem, après qu'on ait mis au réfrigérateur, au congélateur, l'UDF, à l'automne 2007. Et j'ai claqué la porte après le second échec. Échec aux législatives, échec aux élections municipales de 2008, échec maintenant aux élections européennes. Moi, j'ai claqué la porte. Et vous dites que ce sera aussi l'échec pour François Bayrou à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous estimez qu'il a perdu toutes ses chances aujourd'hui? Vous avez tourné la page. J'ai tourné la page au lendemain des élections municipales. Et me retrouvant avec mes amis hors parti, nous avons voulu d'abord créer un espace de rassemblement des centristes de bonne foi. Ceux qui nous avaient quittés en 2002, qui nous ont quittés en 2007, pour nous retrouver et refonder cette famille centriste. Et dans un premier temps, nous avons créé un mouvement associatif. D'accord. Là, vous allez faire donc un vrai parti, si je vous comprends bien. Parce que on n'a pas encore fait ce rassemblement. Mais attendez, c'est compliqué quand même, Jean Arthuis, parce qu'il y a par exemple déjà, il y a le nouveau centre, ce sont des centristes. Permettez-vous. Alors, expliquez-nous. Me permettez-vous de vous dire notre objectif? Oui. Article 1er des statuts, ce parti aura une durée de vie qui est conditionnée par la refondation de la famille. Nous n'avons pas vocation à être un parti supplémentaire. Ah bon? Nous gardons fermement l'objectif de rassembler. Et si nous nous muons en parti politique, c'est parce que il faut bien le faire vivre, ce mouvement. Oui. Il y a un financement. Et le financement doit répondre à des règles de financement de la vie publique. Et pour nous y conformer... On ne comprend toujours pas par rapport, par exemple, au nouveau centre. Quelle sera votre spécificité, puisque vous serez des centristes proches de la majorité actuelle? Oui, mais des centristes indépendants. Des centristes qui apportent leur propre... Écoutez, chacun jugera. En tout cas, je n'ai pas jugé opportun, moi, d'entrer au nouveau centre. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas vocation à nous retrouver. Mais le nouveau centre, tel qu'il est aujourd'hui, ne répond pas aux gages d'indépendance. Je pense que ce mouvement centriste, parmi ses règles de gouvernance, doit se donner pour préserver, pour gager son indépendance. Je pense qu'il serait de bonne politique que le président soit suffisamment disponible. Et cette disponibilité ne me paraît pas compatible avec des fonctions gouvernementales. Jean Arthuis, on l'a compris, l'indépendance pour ce nouveau parti, mais pour qu'on le comprenne bien, quelle serait, par exemple, la première proposition de ce parti? Eh bien, vous y avez déjà réfléchi? Nous allons d'abord nous réunir au mois de juillet, essayer de rassembler les centristes au-delà des clivages actuels, des chapelles actuelles, avec le Parti radical, avec le Nouveau Centre. Nous allons proposer une confédération, comme l'était l'UDF dans ses premiers pas et ses premières heures. Et puis, travaux pratiques. Comment prépare-t-on les élections régionales de 2010 ? C'est cela qui va nous préoccuper. Et donc, nos idées et nos valeurs... C'est une machine à gagner des élections régionales, bien sûr. Nous ne fondons pas une académie politique. Nous voulons contribuer au bon fonctionnement de la communauté nationale et des différentes institutions au plan régional, départemental, communal. C'est cela qui nous anime. On va suivre cela, même si c'est vrai que c'est assez complexe, cette famille centriste qui a été disloquée, que vous tentez de réunir. On parle de rassembler, on parle de la nomination éventuelle de Michel Mercier, le président du groupe centriste au Sénat et toujours trésorier du MoDem, n'est-ce pas? On parle de son entrée au gouvernement. Est-ce que pour vous, ce serait une façon véritablement de parachever l'isolement de François Bayrou aujourd'hui? J'y reviens, pardonnez-moi. Mais je pense que François Bayrou, dans sa stratégie, a confondu indépendance et isolement. Je pense qu'en effet, il s'est isolé et qu'il y a eu sans doute un excès d'anti-sarkozysme. On a vu dans d'autres circonstances
l'excès de Lionel Jospin contre Jacques Chirac a fini par le mettre en marge. Donc je pense qu'il ne faut pas se battre contre quelqu'un. Oui. La France est en crise. Et donc notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on n'attende pas 2012 pour que la situation se redresse. Et qu'on puisse retrouver la croissance, qu'on puisse retrouver sereinement l'art de vivre ensemble. Jean Arthuis, autre sujet. La France est en crise et les agriculteurs sont en colère. La guerre est relancée entre les agriculteurs et la grande distribution. Le ton monte, on l'a vu dans ce journal avec des blocages des plateformes logistiques. Est-ce que vous comprenez leur colère? Oui, je comprends leur colère. Je pense néanmoins que les prix du lait et des matières premières, et qui étaient montés à des niveaux que je crois excessifs en 2008, ça n'était pas le bon prix, certainement pas. Il faut retrouver un prix intermédiaire. Vous avez des et la grande distribution... Sur les marges de la grande distribution. Écoutez, j'ai simplement eu l'occasion, ici même au Sénat, en séance publique, de dénoncer certaines pratiques, à savoir que des redevances sont payées dans des établissements en Suisse ou en Belgique. Si c'est pas des marges arrière, ça y ressemble. Donc je pense que la grande distribution aurait intérêt à cesser de se rendre suspecte, d'écraser la production. C'est bien de se battre contre la vie chère, mais encore faut-il qu'on soit capable de produire. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la production et la consommation et de réconcilier en chacun d'entre nous celui qui veut travailler avec un salaire convenable, une bonne protection sociale et puis le consommateur. Très bien. Jean Arthuis, merci. Et Serge Papin va vous répondre dans une minute. Et oui, c'est tout de suite Serge Papin, président de Système U, qui est à présent notre invité, alors que les agriculteurs appellent au blocage dès ce soir de la moitié du réseau d'approvisionnement des grandes surfaces. Leur cible, les plateformes logistiques déjà bloquées, principalement dans le Grand Ouest, par les plus virulents des agriculteurs qui dénoncent aujourd'hui les marges des grandes surfaces. Et ces blocages vont donc se continuer ce soir. Alors que la signature d'un accord sur le prix du lait la semaine dernière n'a pas calmé les esprits. On le voit, Serge Papin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Système U. Certaines de vos plateformes logistiques sont bloquées. Est-ce que vous êtes inquiet ce soir pour la marge de votre entreprise? Écoutez, oui, c'est pas une situation très intéressante à vivre. Bon, j'espère qu'elle va se débloquer demain, puisqu'il doit y avoir une réunion. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nous sommes prêts à la transparence. Il y a un observatoire qui existe, l'observatoire des pratiques de la distribution. Il existe. Et, mais quand on entend, excusez-moi, Michel Barnier, on n'a pas l'impression que vous y êtes prêt. Pourquoi a-t-on besoin de dépêcher les inspecteurs du ministère? D'abord, je voudrais dire que la DGCCRF peut venir, quand elle veut, voir nos contrats. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs quand il s'agit de faire d'autres contrôles que celui-ci. Alors, il s'agit des inspecteurs du ministère des Finances, c'est bien ça? Pour qu'on explique. Non, mais la DGCCRF existe, elle déjà, et elle a accès. Oui. Donc c'est un organisme de l'État. Pourquoi pas des gens des finances? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens qui soient des experts et à ce moment-là qui aillent voir et chez les transformateurs et chez nous, et qu'on voit vraiment où se trouve le problème. Mais alors, je ne suis pas sûr. Alors, la vérité. Alors on le joue entre nous là ce soir. Ça serait pas, par exemple. Alors allez, dites-nous par exemple. On a envie de savoir quelles sont vos marges. Vous allez nous le dire. Le litre de lait. Votre marge sur un litre de lait. Votre marge brute sur un litre de lait. Alors sur un litre de lait, on va prendre en moyenne, parce qu'il y a entre les laits premium, les laits premier prix. En moyenne, on le vend 69 centimes d'euros, on doit l'acheter 49 centimes d'euros sur un litre de lait. Donc il reste 20 centimes d'euros, ce qui représente 28%. 28% de marge aujourd'hui sur un litre de lait. Non, mais attendez, il s'agit de la marge brute. On est bien d'accord, parce que là aussi, il y a tellement de désinformation. Bien sûr, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, d'accord. Une fois, on a juste 60 000 collaborateurs, on investit 400 millions d'euros chaque année, on développe nos magasins, etc. On fait un métier. On fait un métier. Au cas où vous ne le sauriez pas, un commerçant, pour vivre, il a besoin d'une marge. Et la marge nette, voilà, elle est précisément de 3 centimes d'euros sur le litre. D'ailleurs, je rappelle que les bilans, en tous les cas de Système U, qui n'a pas de placement et qui ne touche pas d'argent, je peux l'affirmer ici, comme en Europe, ni à Zurich, ni je ne sais où, on est franco-français. La marge de Système U, dont les bilans sont vérifiables au greffe du tribunal, nous sommes en société anonyme, la loi oblige de déposer ses comptes, nous publions nos comptes, et de
1,50% le résultat net. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait 100 € de chiffre d'affaires, il reste dans la poche, si je puis dire, de Système U, 1,50 €. Voilà. Alors, moi, j'ai pas du tout à rougir. J'ai pas l'impression ni d'être un voyou, ni d'être un voleur. Vous voyez, juste on fait un métier simple. On vous a compris, mais expliquez-nous d'où vient le malentendu. Expliquez aux téléspectateurs, consommateurs, pourquoi on parle d'opacité autour de ces marques. D'abord, il faut pas. Quelle est la question de fond? Le problème, c'est qu'on est passé, Jean Arthus l'a dit, d'une période spéculative où il y avait une raréfaction des matières premières et dont les prix étaient excessifs. Et on passe là maintenant à une période où il y a surproduction. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la dérégulation de marché. On est dans le libéralisme agricole. Oui. Alors soit au nom de l'intérêt général de l'agriculture française, globalement, on pose les valises et tous ensemble. Et moi, je souhaite, en tant que distributeur, être autour de la table, parce que je tiens à dire quand même. Ce soir, à faire des gestes. Non, mais je tiens à dire que pour l'instant, nous avons jamais été invités quand les prix du lait se traitaient avant, quand entre guillemets ça se passait mieux. C'était uniquement entre la production et la transformation. Nous ne sommes jamais invités autour de la table. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'avant, le prix du lait se formait comme ça, et il a été disqualifié cette façon de faire le prix du lait par la DGCCRF. Il a dit que c'était pour entendre. Et moi, on m'a prévenu. Et aujourd'hui, alors que vous participez très largement à la fixation de ce prix, qu'est-ce qui se passe ? Non, toujours pas. Toujours pas. Moi, je voudrais qu'on en discute de manière constructive. On a intérêt. Moi, je suis pour que légitimement les agriculteurs français vivent de leur travail. Ça me paraît pas normal aujourd'hui qu'on propose un prix de 20 centimes d'euros. Qui par parenthèse est le prix vendu en dehors des frontières françaises. Mais leur colère quand même. Leur revenu n'a cessé de baisser. On parle de 15% en 2008. Et quand ils dénoncent, ils sont pas les seuls, puisqu'il y a aussi des députés UMP qui le disent. Par exemple, Jean-Paul Charrier, qui est le rapporteur de la loi sur la modernisation de l'économie. Oui, je connais bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, avec lui, pour dire qu'il y a toujours un déséquilibre persistant entre les producteurs et les distributeurs? Attendez, il n'y a jamais... Dans le jeu de la négociation. Je pense qu'on mélange les choses. Il n'y a jamais déséquilibre quand les marchés se portent bien. Il y a des marchés qui sont à l'équilibre parce que on est à l'étiage entre la production et la consommation. Aujourd'hui, ce qui se passe, on est complètement dérégulé parce qu'on a affaire à une production européenne qui rentre. D'ailleurs, je dis par parenthèse que nous faisons à chaque fois bien attention à acheter les produits en France et que j'ai entendu ici ou là la promotion du hard discount, y compris dans la bouche de certains députés au moment de la loi de modernisation de l'économie. Et les hard discounters ne se privent pas d'acheter sur le marché européen. Nous, on achète français. Vous n'apportez pas des pommes, par exemple, d'Argentine, alors qu'il y en a plein dans les frigos en France. Mais on achète systématiquement les produits. Par exemple, les produits U, c'est 4000 PME françaises qui les font. Voilà, je tiens à le dire parce que ça me paraît important par les temps qui courent. Il faut simplement, je crois que le modèle de notre agriculture est certainement en pleine transformation, en pleine évolution. Et ce que je souhaiterais, alors il faut résoudre cette crise à court terme, c'est sûr, mais il faut qu'à moyen terme, on puisse tous ensemble discuter avec les producteurs, les transformateurs sans doute et nous. Moi je me déplace, je vais la semaine prochaine chez Jean Arthuis à l'invitation des producteurs de lait et je vais aller les voir en Mayenne. On va discuter. J'étais il y a 3 semaines en Vendée pour discuter aussi avec les producteurs dans l'Ouest. Tous mes collègues sont à la rencontre des producteurs. Nous, en plus, on vit dans les pays, vous voyez, on vit avec les producteurs. On a surtout envie que ça se passe bien. C'est sûr qu'actuellement, à 20 centimes d'euros le litre, c'est pas tenable pour la production française. Serge Papin, on va revenir quand même sur la fixation des prix. Ça intéresse les téléspectateurs consommateurs qui veulent vraiment savoir comment ça se passe. On a entendu dans notre reportage tout à l'heure des agriculteurs qui disent, vous allez me dire c'est vrai, que c'est le distributeur qui fixe le prix payé par le consommateur, calcule sa marge et puis il dit à son fournisseur maintenant, tu me fais tel prix, tu t'alignes, il n'y a pas le choix. Enfin, en tous les cas, pour Système U, je veux dire, jamais. Les agriculteurs ne disent pas la vérité ? Je sais pas, chacun défend ses intérêts parfois avec des choses qui sont caricaturales. Nous, je vais vous dire, dans notre modèle, on a besoin, ce que j'appelais la marge brute. La différence entre le prix que j'achète et le prix que je vends. Un magasin, moi j'ai un magasin à Bretignolles-sur-Mer en Vendée, je suis exploitant d'un magasin. Pour faire vivre mon magasin, j'ai besoin de 25%. Voilà, ça, et ensuite on rajoute la logistique pour approvisionner, c'est environ 5%. Donc dans notre modèle d'aujourd'hui, pour qu'il nous reste ces fameux
1,5%, il faut environ 30%. Voilà. Et nous, tout ce qu'on achète, vous pouvez vous permettre de dire, moi j'ai besoin de 25%, mais lui, le producteur de fruits, le producteur de porc, il peut pas dire, moi j'ai besoin de 25% parce qu'il peut pas. Mais bien sûr que nous sommes prêts. Moi, avec les producteurs de porc, avec les producteurs de lait, on est même prêts. Dans les produits qu'on maîtrise, on n'en maîtrise pas beaucoup. Hein. Sachez que le lait que l'on vend en litre de lait, nous, ça représente même pas 10% de la production. Le reste, c'est vendu aux producteurs aux transformateurs de fromage, qui sont Lactalis, beignets, qui sont Bon Grain ou Danone. Voilà, on a affaire aussi avec à ces gens-là. Mais nous, tout ce qu'on maîtrise, on est même en discussion. Moi, si j'étais sûr aujourd'hui que un prix du produit que je vends va aux agriculteurs et que ça aide à soutenir le cours au niveau de la production, on est même prêt à le faire, vous voyez. Mais sauf que actuellement, on s'adresse à des transformateurs, voilà. Est-ce qu'il y a certaines de vos enseignes qui sont aujourd'hui bloquées par ce mouvement ? Bah, il y a non, mais bien sûr qu'on est touché, alors comme tout le monde, hein, et on souhaite que ça se débloque assez vite, parce que quand on peut pas pratiquer. Ça va se généraliser à partir de ce soir pendant 48 heures. Oui, bon, attendez, ça a démarré il y a déjà un petit peu plus longtemps que ça. Et pour les consommateurs, qu'est-ce qui va se passer alors ? Ce qui se passe, il y a un risque de pénurie ? Oui, voilà, dans les linéaires, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des ruptures, hein, parce qu'on n'a plus les produits, donc c'est aussi contre-productif. Vous pouvez tenir combien de temps avec vos stocks là, dans les produits frais? Dans les produits frais, nous, on a un système de livraison qui est en flux tendu. Hein. Pour les produits alimentaires, on n'a pas de stock. Hein. Donc, ça irait très vite. Si les centrales étaient bloquées plus longtemps, ça irait vers des ruptures rapides. Et à ce moment-là, il y aurait sûrement en chaîne, voilà, on pourrait avoir, pourquoi pas même une cessation de l'approvisionnement sur les produits alimentaires. C'est aussi simple que ça. Mais vous nous dites, vous allez rencontrer des producteurs la semaine prochaine, oui. Mais c'est tout de suite alors qu'il faut agir. Est-ce que vous appelez ce soir à une large concertation, avec des mesures rapides? Bien sûr. Moi, ce que je souhaite d'abord, c'est qu'on soit autour de la table, qu'on en discute, qu'on examine comment on peut sortir tout de suite de cette crise. Donc, il faut effectivement réagir à court terme, et puis qu'à moyen terme, on puisse faire en sorte de poser un peu les valises, porter un regard, comment faire pour qu'on évite tout ça. Parce que je vais vous dire quand même une chose, ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde est au courant depuis le mois de février, d'accord? Et vous voyez, moi j'avais essayé de voir tout le monde en février, parce qu'on s'attendait à cette baisse du prix du lait. Et il n'y a eu aucune réaction, mais on pouvait l'imaginer. Moi, j'ai essayé d'en discuter avec les gens de chez Danone, avec tous les producteurs, les transformateurs, et il faut attendre. Vous vous rendez compte? Alors qu'on pouvait l'imaginer, il faut attendre qu'il y ait cette crise pour qu'on réagisse. C'est ça qui est dommage. Donc, il faut que maintenant on anticipe les nouvelles crises. Il y a quand même un changement de climat assez étonnant pour la grande distribution, Serge Papin. Il y a quelques mois encore, vous étiez présenté notamment par la ministre de l'économie comme un héros. Vous l'avez d'ailleurs accompagné dans sa réforme du processus de fixation des prix, justement. Vous étiez présenté comme les champions de la baisse des prix. Maintenant qu'il n'y a plus d'inflation, on vous présente comme les champions des marges faites sur le dos des producteurs. Je pense qu'on sert. Non, mais je pense qu'on est souvent instrumentalisé. Je pense qu'on sert de bouc émissaire. Je dis honnêtement, on fait un boulot qui est simple. On est intermédiaire entre les fournisseurs et des clients. On cherche simplement à bien faire notre boulot. On l'a prouvé aussi en rétablissant l'inflation vis-à-vis des consommateurs, parce que je rappelle quand même qu'on est dans un contexte difficile au niveau du pouvoir d'achat, et que nous, le travail qu'on cherche à faire, c'est essayer de conjuguer tout ça. On nous demande à la fois de faire des prix, ce qu'on essaie de faire. On nous demande aussi de soutenir la production. Il faut faire le grand écart en permanence. Et je trouve que souvent... Vous n'êtes pas plus malheureux dans tout ça. Vous nous le dites derrière. Attendez, j'ai pas dit... J'essaie simplement de faire notre travail. On est en permanence en recherche de gains de productivité, etc. Et je trouve souvent que c'est injuste de se servir de nous comme on le fait actuellement, de nous pointer du doigt, parce que c'est caricatural, et je dis en général, et je trouve qu'on sert souvent de bouc émissaire. À chaque fois, c'est la grande distribution qui est sur tous les maux, qui est à l'origine de tous les maux, alors que là-dedans, elle porte pas toutes ses responsabilités. Mais elle reste bénéficiaire, hein. Votre société, vous nous avez dit, les comptes sont transparents. Les comptes sont transparents. Je veux dire, alors c'est pas, vous savez, c'est pas non plus très glorieux, mais nos marges ont baissé. Nos marges ont baissé. Les résultats nets de Système U en 2008 ont baissé d'environ un tiers. La crise est passée par là. Voilà, Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Serge Papin. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'Europe et nous. Et puis à 18h45, déshabillons-les. Comment parler des jeunes avec Hélène Risser et ses invités. Très très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.